Notre invité ce matin, Manuel Valls, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes sur RMC BFM TV. La radicalisation s'est installée parce que la République a démissionné dans nombre de nos territoires en difficulté, a dit hier Emmanuel Macron à Tourcoing. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous partagez ce constat? Oui, je crois qu'on peut le partager. Si la radicalisation a progressé, c'est d'abord parce qu'il y a une idéologie, nous en parlerons, l'islamisme, l'islam politique, qui arme idéologiquement les terroristes, qui justifie a priori et a posteriori ces actes terribles. Nous ne sommes pas le seul pays à connaître cela, mais aussi parce que souvent la République a reculé, a parfois démissionné. Ça ne veut pas dire qu'elle est absente, notamment des quartiers populaires. Il y a des écoles, des enseignants qui font un travail extraordinaire. Il y a des policiers courageux qui rentrent dans ces quartiers. Il y a d'abord, on l'oublie toujours parce qu'on parle de la République d'une manière générale ou des quartiers d'une manière générale, on oublie, il y a d'abord des habitants qui sont les premières victimes ou de la délinquance, ou de la montée du machisme, de la violence faite aux femmes, ou tout simplement de ces phénomènes de radicalisation. Mais oui, ça veut dire qu'il faut mener un combat. Parfois, j'ai le sentiment, Jean-Jacques Bourdin, que dans certains quartiers, on a perdu la bataille par rapport à l'islamisme radical. Alors, J'ai pas dit Macron, perdu la guerre, oui, on a perdu la bataille. Alors Emmanuel Macron justement ajoute, nous avons dans des quartiers fermé des écoles, je le cite, je regarde, supprimé de l'aide pour les plus âgés ou les plus jeunes, des associations sont arrivées qui ont proposé des solutions avec un visage enchanteur, elles ont proposé à chaque fois en même temps de sortir nos concitoyens de la République et de l'histoire républicaine. Les associations salafistes ont fait cela, des associations qui ont porté la radicalisation et qui ont profondément fracturé nos quartiers. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. Est-ce qu'il recherche des excuses sociologiques ou culturelles au fondamentalisme ou au terrorisme? Non. Franchement. Et moi, je salue le propos du président de la République, notamment sur les banlieues, sur ce qu'on appelle la politique de la ville, et sur l'analyse qu'il fait. C'est bien, et le chef de l'État doit aussi incarner cela. C'est vrai que dans nombre de quartiers, mais comme ailleurs dans le monde, les frères musulmans, le salafisme, par l'aide qu'ils peuvent apporter aux plus pauvres, aux plus démunis, à ceux qui sont en difficulté, cherchent à prendre la place de l'État, des services publics, de l'aide aux devoirs, de la République, tout simplement. En même temps, attention, dans les quartiers populaires, il y a des mairies, il y a des associations qui font un travail tout à fait remarquable. Raison de plus pour soutenir la politique de la ville, pour soutenir les associations qui font ce travail, parce que ça me paraît essentiel pour n'est-ce pas vous lutter qui disiez expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Moi, je me souviens, c'est ce que vous aviez dit. Mais je n'ai pas un mot à retirer de cette déclaration, parce que en même temps, je ne supporte pas que l'on puisse faire croire, que l'on puisse penser, que l'on puisse assimiler tous les habitants de ces quartiers parce qu'ils sont en difficulté, ils seraient demain ou des délinquants ou des terroristes. Non, la grande majorité de ces habitants travaillent, cherchent un emploi, veulent s'en sortir, veulent étudier, veulent tout simplement être dans la République et ne supportent pas de tomber dans les mains. Je ne cherche pas à vous opposer à tout prix Emmanuel Macron, mais tout de même, Emmanuel Macron a dit, et c'était adressé à vous, Premier ministre, vous avez commis une erreur profonde en ne cherchant pas à comprendre les causes du terrorisme, les causes profondes du terrorisme. Je connais vous vous souvenez de la cause principale du terrorisme, c'est l'idéologie islamiste. C'est l'idéologie des frères musulmans, c'est l'idéologie qui s'est répandue dans le monde, et souvent venant d'Arabie Saoudite, le wahhabisme, c'est l'idéologie du salafisme qui, à travers Al-Qaïda, à travers l'État islamique, a produit ce phénomène mondial qui nous a touchés et qui a armé, encore une fois, des terroristes contre nos compatriotes. C'est aussi le rôle de l'État d'aller chercher à comprendre pourquoi cette idéologie s'est répandue dans certains quartiers. On est bien d'accord, Manuel Valls. Personne d'entre nous ne nie qu'il faut analyser ces phénomènes. Mais le principal... Pourquoi ? Parce que même dans des pays où il y a peu de chômage, où il y a peu de difficultés, dans des quartiers où les choses vont plutôt bien, y compris dans les classes moyennes, vous avez ces phénomènes-là. Donc l'explication sociologique ne suffit pas à comprendre. Et puis derrière l'explication sociologique, c'est ce que j'avais voulu dire, il y a une forme d'excuse. Et on en parlera dans un instant. Il y a ceux qui disent que les musulmans sont les damnés de la terre, parce qu'ils sont les damnés de la terre.
et vous enfermez du coup les musulmans dans une seule entité, et c'est tout à fait épouvantable. Vous confondez d'ailleurs l'islam, les musulmans, avec l'islamisme et le terrorisme. Alors à ce moment-là, vous faites cet amalgame, et cet amalgame est terrible. Et moi, je ne veux pas, parce que tout simplement, je veux aider les musulmans, d'abord eux, parce que l'islamisme n'est pas étranger à l'islam. Oui. C'est pas étranger à l'islam. Donc, il faut aider l'islam et les musulmans à lutter, à extraire ce cancer qui gangrène notamment notre jeunesse. Que dites-vous aux musulmans qui vont prier dans la rue à Clichy-la-Garenne, par exemple? C'est difficile, c'est difficile de tout confondre. Et voilà, justement. Mais alors, disons clairement les choses. Les prières de rue, doivent être interdites. Elles sont interdites. Elles sont interdites par la loi. On ne peut pas l'accepter. D'abord pour l'espace public, mais d'abord pour les musulmans eux-mêmes. Enfin, l'image que ça donne, alors qu'on est sur ces sujets-là depuis des années, avec des tensions, avec des amalgames, parce que là encore, la confusion entre islam et islamisme, c'est ce qui produit le rejet des musulmans, le racisme, et ça, moi, je ne veux pas. Je veux que l'État, je veux que nous protégions nos compatriotes musulmans. L'islam est la deuxième religion de France, donc nous devons les aider. Mais ces images, elles sont terribles, et c'est une provocation inutile, contre-productive, qui jette les gens les uns contre les autres. Eh bien, d'abord, il faut que l'État exerce pleinement sa compétence, il faut interdire ces prières de rue, et puis par ailleurs, il faut que le dialogue se noue, c'est peut-être au préfet des Hauts-de-Seine, puisqu'on parle il y a une réunion demain, d'ailleurs. Voilà, qui doit permettre aux associations qui représentent les musulmans... propose par exemple un concordat entre la République et l'islam. Non. On s'est beaucoup essayé à organiser l'islam de France et l'islam sunnite. Tous les ministres de l'Intérieur, j'en ai été. C'est difficile parce que l'islam sunnite n'est pas organisé comme une église, par exemple. Et nous sommes très loin de ce que Napoléon avait fait avec les Juifs de France. Mais je pense qu'il faut sortir aujourd'hui l'islam de toute une période à laquelle moi aussi j'ai participé. Le CFCM, le Conseil consultatif des Français musulmans, est là, très bien, ça permet un débat, mais il faut en finir, mais vraiment, avec toutes les ingérences de l'extérieur. Tous les ingérences. Mais comment faites-vous ? La formation des imams, elle ne doit être faite qu'en France. Elle ne peut pas être faite, bien sûr, en Arabie Saoudite. Des imams salariés de l'État ? Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Elle ne peut pas être faite même au Maroc ou en Algérie. Il faut sortir. Si on veut créer un islam français, un islam de France... Donc il faut que la République l'impose. Jean-Pierre Chevènement, il travaille beaucoup. Il faut l'imposer. Alors, c'est pas facile, parce qu'il y a la loi 1905, il y a les règles de droit, il y a la liberté de culte. Mais si on veut vraiment aider les musulmans français, nos compatriotes, ceux qui sont de confession ou de culture musulmane, ça veut dire qu'il faut avancer sans doute beaucoup plus volontariste et avoir des interlocuteurs qui soient vraiment ces musulmans. En nous appuyant... Il y a un très beau papier hier de Abdenour Bidar, qui est un philosophe qui réfléchit sur ces questions-là, et qui le dit avec les mêmes mots que je suis en train d'utiliser. Il vous dit... À vous les responsables politiques tous, pourquoi n'étudie-t-on pas mieux l'islam dans nos universités? Une étude impartiale de l'islam, une étude impartiale et critique. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pour lui avoir donné aussi des responsabilités dans ce domaine, parce qu'on a créé une chaire sur ces questions-là à l'université, il faut démultiplier. Il faut en effet des intellectuels, des penseurs qui épousent les valeurs de la République, de la démocratie, de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui permettent à l'islam de sortir d'une forme de Moyen-Âge. Il y a dans l'islam une culture prodigieuse. Il suffit d'aller à l'Institut du monde arabe, il suffit d'aller dans les salles du Louvre. Mais nos compatriotes ont besoin d'une forme de fierté. Or, l'islam qu'on leur donne à voir, qui vient souvent de l'étranger, n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Quelle violence dans l'affrontement aujourd'hui. Moi, je vois cet affrontement entre, d'un côté, Riss, le directeur de Charlie Hebdo, de l'autre côté, Edwy Plenel. Il y a de la violence, parce qu'il y a eu des attentats. Commis au nom de l'islam, même si c'est l'islamisme politique, commis au nom de l'islam. Et d'ailleurs, je trouve que nos compatriotes, les Français, d'une manière générale, réagissent formidablement bien. Il n'y a pas eu, même si parfois il y a eu des tentatives venant de l'extrême droite, mais on s'est pas attaqué à des musulmans. Il y a eu des actes anti-musulmans, on s'est attaqué à des mosquées, mais l'État protège les mosquées, les musulmans protègent tout le monde. Heureux, ça veut dire qu'il y a une grande capacité de résilience, de faire bloc, de faire vivre l'esprit du 11 janvier après les attentats de Charlie. Donc ça, c'est très... Mais il y a de la violence. Parce qu'il y a de la violence dans le monde, il y a la violence dans la société. On a tué au nom de cette religion. Donc il y a évidemment de la violence. Le
directeur de Charlie Hebdo, accuse Edwy Plenel, directeur du site d'information Mediapart, de condamner à mort une deuxième fois sa rédaction. Que reproche Charlie Hebdo à Edwy Plenel? D'avoir écrit, je cite, la une de Charlie Hebdo fait partie d'une campagne générale de guerre aux musulmans. Cette phrase, nous ne la pardonnerons jamais, écrit, c'est un appel au meurtre, ajoute-t-il ce matin dans Charlie Hebdo. C'est un appel au meurtre? C'est un appel au meurtre. Et Jean-Jacques Bourdin, ce n'est pas une petite polémique. Edwy Plenel n'est pas n'importe qui. C'est un grand journaliste qui a été le patron de la rédaction du Monde, qui a créé un site, Mediapart, où tout le monde salue le travail que font ces journalistes. C'est un homme qui a matricé, qui a formé d'une certaine manière une génération de journalistes. Ça n'est pas n'importe qui. Et donc, quand on reprend la phrase exacte d'Edwy Plenel, où il me cite par ailleurs, où on nous assimile à l'extrême droite, c'est très grave, Jean-Jacques Bourdin. C'est très grave. C'est un appel au meurtre. Et on ne joue pas avec cela. Alors on va réécouter la phrase d'Edwy Plenel, c'était sur France Info. Bien sûr. La une de Charlie Hebdo fait partie d'une campagne plus générale que l'actuelle direction de Charlie Hebdo épouse, Monsieur Valls et d'autres, parmi lesquels tous ceux qui suivent Monsieur Valls, une gauche égarée, une gauche qui ne sait plus où elle est, alliée à une droite, voire une extrême droite identitaire, trouve n'importe quel prétexte, n'importe quelle calomnie pour en revenir à leur obsession, la guerre aux musulmans, la diabolisation de tout ce qui concerne l'islam et les musulmans. Pure manipulation, dit Edwy Plenel. Dire ainsi les choses, redonner, et vous le faites bien, toute la phrase, c'est encore pire, au-delà de la personne. Parce que pourquoi? Si on critique Tariq Ramadan, je parle de ses idées. Je l'ai fait en 2003, dans une tribune que nous avons signée au Nouvel Observateur, Vincent Payon, Jean-Luc Mélenchon et moi-même, à propos de l'antisémitisme véhiculé par la pensée et les propos de Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, Edwy Plenel est d'accord avec lui à 90% si je reprends son expression. Il y a eu le livre de Caroline Fourest sur Frère Tariq Ramadan en 2004 ou en 2005. Critiquer Ramadan, critiquer l'islamisme, cette idéologie de mort, c'est critiquer, si je suis Edwy Plenel, l'islam et les musulmans. C'est ça qui est insupportable. Et c'est lui-même qui, du coup, fait cet amalgame que j'évoquais entre l'islamisme, l'idéologie des terroristes, l'islam et les musulmans. Et ça, moi, je ne le supporte pas. J'ai le droit, j'ai même le devoir de me battre contre l'idéologie qui a façonné le terrorisme. C'est une complaisance envers le terrorisme? C'est une complaisance. C'est une complicité, je vais même plus loin. C'est une complicité. Dans le choix des mots. C'est une complicité intellectuelle. Et l'éditorial de RIS, parce que pour nos éditeurs, pour ceux qui nous regardent aussi, c'est Charlie Hebdo. Hier, j'étais avec une partie de la rédaction de Charlie Hebdo, à la remise des prix de la laïcité. Il y avait les parents de Charb. Il y avait le frère et le fils du policier qui est mort à Charlie Hebdo. La rédaction de Charlie Hebdo croule sur les menaces explicites sur les réseaux sociaux. Explicites. La protection de Charlie Hebdo a été encore renforcée. On parle de journalistes qui ont été tués en janvier de 2015. Oui, c'est un appel au meurtre. Parce qu'en désignant Charlie Hebdo, au-delà de le faire aussi pour ce qui me concerne, ou de le faire à l'égard de Caroline Fourest, accusée de mener une croisade. Ces mots sont importants, tous ces mots. Guerre contre les musulmans, croisade, ce sont exactement les mêmes mots, c'est la même sémantique, Jean-Jacques Bourdin, utilisée par les islamistes, utilisée par la propagande de Daesh. Donc quand on utilise les mêmes mots, je vous le dis, les mêmes mots, pour parler de la rédaction de Charlie Hebdo, d'une intellectuelle comme Caroline Fourest, ou d'un ancien Premier ministre, ministre de l'Intérieur, dont tout le monde sait qu'il a lutté contre l'antisémitisme, avec force alors que beaucoup ne le faisaient pas, qui a lutté, et c'est normal, c'était ma fonction, contre le terrorisme, en utilisant ces mots, on nous désigne comme des cibles. Alors oui, c'est un appel au meurtre, et donc ce n'est pas une petite polémique, ce n'est pas un petit débat, c'est central, parce que si on veut faire reculer cette idéologie de mort, on doit le faire avec toutes les armes, celle de la police,
de la gendarmerie, de la justice, de l'antiterrorisme, mais d'abord en mobilisant la société au nom de l'idée qu'on se fait de la République. Oui, c'est un appel au meurtre. Oui, c'est très grave. Et la phrase de Riss à la fin de son éditorial en disant « Si demain on est tué, s'ils arrivent à terminer le travail des frères Kouachi, il espère que d'autres se lèveront pour combattre ces terroristes et cette idéologie. » Donc c'est très 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 grave. Il ne peut pas y avoir la moindre complicité, la moindre complaisance vis-à-vis de ces terroristes et de cette idéologie de mort. Et quand vous avez une partie de la rédaction de Mediapart qui explique que l'islamisme en tant que tel, en soi, n'est pas un problème grave, qu'il explique que je suis l'héritier d'EDA, c'est-à-dire des fascistes des années 30, moi qui lutte contre l'antisémitisme, qui fait face à une campagne ignoble, antisémite, qui lutte contre tous les racismes. C'est mon engagement à gauche et mon engagement républicain depuis des années, qui accuse les intellectuels de mener des croisades. On nous désigne l'égarement de cette gauche. C'est là où la phrase de 2016, la mienne, reste prémonitoire sur les gauches irréconciliables. Oui, là, oui, ce sont des gens dangereux ceux qui prononcent ces phrases, qui les écrivent, parce qu'il y en a qui les entendent. Il y en a qui les entendent, ces phrases. Est-ce que vous allez porter l'affaire sur le terrain judiciaire? Non, moi je l'emmène sur le terrain politique, sur le terrain idéologique, parce que je veux qu'il recule, je veux qu'il rende gorge, je veux qu'il soit écarté du débat public, non pas par l'interdiction, c'est pas le sujet, qu'il rende gorge, qu'il perde ce combat et cette guerre que nous menons. Qu'ils perdent leur crédit. Mais cette guerre d'idées, cette bataille d'idées, c'est celle-là que nous menons. Nous la menons pour la République et je la mène pour les musulmans de France. Parce que c'est nous qui les protégeons. C'est pas M. Plenel et ses sbires. Bien, quelques mots sur cette visite en Israël des députés, des élus, vous avez vu, de la France insoumise, des élus européens aussi, qui sont privés d'entrer sur le territoire israélien parce qu'ils veulent rencontrer Marwan Barghouti. Vous comprenez cela ? Je comprends qu'ils veulent le rencontrer. C'est d'ailleurs des initiatives prises depuis très très longtemps par les députés communistes. Je préférais qu'ils puissent les rencontrer. En même temps, l'État d'Israël est souverain dans ce domaine-là. Je voudrais terminer sur la politique de la ville, les propositions faites par le président de la République hier, Emmanuel Macron. Alors, mobilisation nationale pour les villes et les quartiers. Le budget de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sera doublé, 10 milliards d'euros. Diminution du nombre d'emplois aidés. Et là, Emmanuel Macron s'est un peu énervé en disant, je le cite, que ceux qui les défendent, ces emplois aidés, les prennent. Ils n'en voudraient pas eux-mêmes. Vous comprenez ? Vous comprenez cette forme de rudesse dans Moi, je sais que ces emplois aidés, les emplois jeunes, les emplois d'avenir, les emplois aidés, souvent ont permis de sauver des gens. Souvent ont permis de mettre le pied à l'étrier à un jeune qui était en difficulté. Permis de préparer l'avenir. Donc ces emplois aidés qui ne sont pas supprimés, ils ont été diminués. À un moment où l'économie va mieux, on peut d'une certaine manière le comprendre. Mais en tout état de cause, ils sont utiles. Moi, ce que je pense d'une manière générale de la politique qui est menée, et c'est pour ça que je me félicitais de ce déplacement et de ce discours du président de la République, c'est que le pays a besoin de justice sociale. Il a besoin de montrer que l'égalité ou la lutte contre les inégalités sont au centre de toutes les politiques. Donc ce qui est fait en matière d'école, ce qui est fait par exemple en supprimant la taxe d'habitation, parce que ça va concerner les habitants de ces quartiers. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faudrait, on verra au bout de la 3e année, mais qu'il faudrait supprimer totalement la taxe d'habitation. Moi je ne comprends pas par exemple à Évry, où 90% de ceux qui la payent vont l'avoir supprimée, pourquoi 10% encore, en général c'est pas les plus riches, continueraient à la payer. On supprime la taxe d'habitation, mais on rabote ou on supprime les APL, par exemple. D'ailleurs, Martine Aubry disait hier, comment peut-on prononcer un discours sur la politique de la ville quand on casse le logement social et les emplois aidés? Là aussi, les mots... C'était pas très heureux cette affaire d'APL cet été. Bien évidemment, il y a une discussion aujourd'hui entre le Premier ministre et les acteurs du logement social, mais expliquer qu'on est en train de casser le logement social, mais ça c'est les mots, c'est la vieille politique. Si on doit tirer au moins une leçon de ce qui s'est passé au printemps dernier avec l'élection d'Emmanuel Macron et avec l'écroulement. Je dis pas la disparition, parce que c'est pas vrai pour les Républicains, mais l'écroulement, la quasi-disparition du Parti Socialiste, on doit au moins tirer une leçon de ce qui s'est passé. C'est pour pas utiliser ces mots, on casse pas le logement social, enfin, faut pas raconter ce type de bêtises et de sornettes, mais que le logement social soit plus performant sur le plan économique, que certains bailleurs, je peux vous en parler, comme ancien maire d'Évry, font pas tout à fait le travail, que certains ont même organisé parfois la ségrégation sociale, ça mérite qu'il y ait un débat, il y a des bailleurs qui font leur travail, faut les aider, et puis il faut aider évidemment ceux qui sont en difficulté dans le logement social. Mais moi je crois beaucoup à une politique
politique de retour à l'emploi, la suppression de la taxe d'habitation, les choix qui sont faits. Demain, je l'espère, la suppression, la défiscalisation des heures supplémentaires, parce que là aussi c'est une incitation au travail. Et puis je rajouterais, parce que dans ces quartiers il y a la pauvreté comme partout ailleurs, je ne veux pas l'oublier, je crois fondamental de fusionner les minima sociaux comme je l'avais proposé, d'y voir plus clair et de poursuivre la lutte contre la pauvreté et pour l'insertion sociale et professionnelle. Ça participe de tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Justice sociale, efficacité économique et attractivité de la France, justice sociale, et plus que jamais, république et laïcité partout. Parce que la République, elle est laïque, elle est sociale, elle doit être moderne. Merci Manuel Valls, 8h56.